C'est peut-être le cas de la religieuse Catherine de Saint-Augustin en 1660 en Nouvelle-France. Dans la pénombre d'une église, une demi-douzaine de prêtres sont réunis. Ils forment un demi-cercle autour d'une jeune femme qui est étendue, les bras en croix. Dans sa main, un crucifix a été glissé. De temps à autre, son corps tressaute sous l'effet de spasmes irréguliers. Elle émet à chaque fois de longues plaintes gutturales, comme si ces contractions avaient quelque chose de douloureux. Les officiants savent que la servante de Dieu est possédée. L'un des prêtres se penche vers la femme et reprend la lecture de ses prières. Domine exaudi orationem meam. Le prêtre exorciste ordonne aux démons de libérer la jeune femme qu'il tourmente. Au gré de ses suppliques, le combat s'intensifie. Insidis diabola, libera nos domine. Lentement, de manière presque mécanique, la jeune femme soulève la tête. La bête est toujours là. Nous sommes en 1660 à Québec. L'implantation de la colonie ne se fait pas sans heurts. À cette époque-là, d'abord, on ne faut pas oublier qu'on est une colonie minuscule. Quelques centaines de personnes, tout au plus, dans l'ensemble de la colonie. Québec, c'est un village. Montréal, Trois-Rivières, c'est pareil. Donc, on a vraiment une très petite communauté, de gens d'origine française, très isolée, finalement, au milieu d'abord d'une nature immense auquel ils ne sont pas habitués, mais aussi d'une très grande majorité des habitants et des gens qui pouvaient aller à Québec, c'était des Amérindiens, des gens qu'on rencontrait en dehors de cette petite colonie. Les interminables confrontations avec les Iroquois sèment l'inquiétude. On est une colonie en 1660 assiégée. On est en guerre avec les Iroquois qui sont beaucoup plus nombreux à l'époque que les colons français, qui viennent d'éliminer les Hurons à toute fin pratique. C'est là aussi que plusieurs jésuites ont trouvé le martyre. Les populations deviennent paranoïaques. On cherche dans la foi un réconfort. C'est dans ce contexte que débute l'affaire Barbalet, née en France en 1645. Elle était la fille de Jean-Baptiste Allais et Mathurine Vallet, qui étaient, semble-t-il, des journaliers. Ses parents se sont embarqués pour la Nouvelle-France quelques années plus tard, rêvant d'un monde meilleur. D'abord, on est en 1660. Barbe Allais, qui est-elle? C'est une jeune fille, toute jeune fille, qui est servante chez le seigneur Giffard. Le seigneur Giffard était un des premiers seigneurs, donc des premiers titulaires d'une seigneurie dans la région de Québec, et c'était l'un des plus importants aussi. Il possédait beaucoup de terres en allant du côté de la côte de Beaupré. C'était un personnage considérable dans la colonie que le seigneur Giffard, qui aussi, comme la plupart des seigneurs, avait des intérêts, par exemple, dans la traite des fourrures. En décembre 1660, la jeune fille, qui vient de fêter son 15e anniversaire, commence à présenter des troubles de comportement. Elle se met à hurler, tombe par terre et s'agite dans tous les sens, comme pour se défaire d'ennemis invisibles. Elles y voient des démons, des êtres infernaux qui prennent diverses formes. Hommes, femmes, enfants, bêtes et spectres. Parfois, lors de ces crises, il lui arrive de parler avec une voix qui n'est pas la sienne. Autrement dit, on entendait, elle parlait, on ne comprenait pas ce qu'elle disait, et des fois même, il ne semblait pas que ses lèvres bougeaient, mais on entendait des voix bizarres. Mais seule elle voyait les démons en question, cependant. À ces visions s'ajoutent d'étranges manifestations. Mais aussi, il se produit toutes sortes de phénomènes autour de la maison. Il y a des pierres qui semblent lancer, mais on n'a pas vu personne qui les lançait, mais on a vu des pierres arriver. Il y a des bruits, bizarres, et elle-même qui a des crises, qui se met à tenir des discours incompréhensibles, qui a des convulsions, etc. Dans l'entourage de Barbalet,
On est persuadé qu'il s'agit d'une infestation diabolique. Peut-être qu'en déménageant la jeune femme, ces diableries s'arrêteront d'elles-mêmes. On finit par conclure qu'il y a une influence néfaste et le seigneur Giffard a pour premier réflexe de tout simplement la faire déménager, l'envoyer ailleurs pour l'éloigner parce qu'on pense que c'est peut-être lié au lieu. Et non, ça ne fait absolument rien. On la déménage plusieurs fois sans succès. En désespoir de cause, le seigneur Giffard se confie à son confesseur. Il est préoccupé par le sort de sa servante et ces manifestations surnaturelles qui surviennent sous son toit l'inquiètent de plus en plus. Les prêtres multiplient leurs rencontres avec la jeune femme, les s'assurent de l'authenticité de sa foi et l'invitent à se confesser. Personne ne doute que Barbalet voit bel et bien des démons. L'affaire est déférée à Monseigneur de Laval, l'évêque de la colonie. Pour lui, la cause est entendue. Barbalet est possédé et doit être libéré. Fin décembre 1660, comme le veut le rite, la jeune femme est conduite à l'église de la commune pour y être soumise au rituel de l'exorcisme. D'abord, ça se passait généralement dans l'église, mais et en présence de quelques témoins. Le possédé devait tenir un crucifix, alors quitte à ce qu'on lui attache dans les mains. Et là, un prêtre désigné par l'évêque du lieu disait la messe, commençait par dire une messe. Et accompagné d'un clerc, là, il se mettait à réciter les prières d'usage. Ça pouvait durer des heures, cependant. Il ne faut pas oublier les prières. On y allait tant que le démon semblait être là ou jusqu'à épuisement des participants, finalement. Et dans le cas de Barbalet, ça semble avoir été inefficace. Au début de 1661, Barbalet, toujours tourmentée, est amenée au couvent des Hospitalières de Québec où elle est confiée aux soins de sœur Catherine de Saint-Augustin. Catherine de Saint-Augustin, qui est une mystique, qui a elle-même des visions régulièrement, qu'elle a vues. Elle est agressée elle-même par les démons très souvent. Et donc, elle va entreprendre d'exorciser Barbalet. Et premièrement, on va y aller de la façon classique. On va faire des exorcismes. Et c'est plusieurs prêtres, des missionnaires qui vont venir, sans succès, vont tenter d'exorciser Barbalet. Ensuite, Monseigneur de Laval lui-même va se déplacer, sans plus de succès non plus. Pendant ce temps, on s'interroge. Si les prêtres exorcistes ont échoué dans leur tentative de libérer la jeune servante, peut-être est-ce parce que celle-ci est maintenue sous la coupe d'un envoûtement. Et qui dit envoûtement, dit aussi sorcier. Mais qui pourrait vouloir du mal à la pauvre Barbalet? Toujours assaillie par des visions infernales, la jeune possédée révèle enfin le nom du sorcier responsable de son état. Daniel Vuille. Et semble-t-il que M. Vuille avait rencontré Barbalet lorsqu'elle s'est envenue sur le bateau avec ses parents. Et il aurait fait des avances très pressantes à Barbalet plusieurs fois. Elle l'avait repoussé, probablement aussi que, bon, peut-être par inclinaison, mais aussi parce que épouser un protestant, c'était impensable. Et donc, quand elle commence à avoir ces crises-là, lui, il est suspect de l'avoir envoûtée. Et on va éventuellement même procéder à son arrestation. Mais son arrestation est sans effet sur l'état de Barbalet. Confinée à sa chambre du couvent, elle continue d'être en proie à des visions infernales et à des convulsions. C'est là que Catherine de Saint-Augustin est sortie avec une solution originale qui était on a cousu la jeune fille dans un sac. Carrément. J'imagine que ça devait être un sac de jute, quelque chose d'assez solide. Et on l'a enfermé là-dedans. On a cousu le sac de façon hermétique. Enfin, l'air passe toujours à travers mais il n'y avait aucune voie de sortie. Et on l'a laissé là un certain temps. Cette méthode, plutôt originale, donne un résultat. Peu à peu, Barbalet retrouve ses esprits. Ses visions se font moins fréquentes et ses crises disparaissent. À moins que ce ne soit la mort de son sorcier envoûteur qui soit ainsi salvatrice. Daniel Vuille est mort, en tout cas, il était encore en état d'arrestation. On ne sait pas s'il a été, si vraiment, de quelle façon il a été exécuté.
mais en tout cas, il est décédé il était encore en état d'arrestation. Mais semble-t-il que c'était même pas pour l'histoire de sorcellerie, c'était pour avoir vendu de l'eau de vie aux Amérindiens, ce qui était devenu depuis peu un crime passible, la peine de mort, si on récidivait. Quoi qu'il en soit, sac de jute ou mort du sorcier, Barbalet est enfin autorisé à quitter le couvent des Hospitalières. Mais après quelques semaines, quelques mois, effectivement, Barbalet va, semble-t-il, les symptômes vont s'en aller, elle va guérir et elle va finir par se marier puis connaître avoir une vie normale. Elle meurt le 18 juin 1696, à l'âge respectable de 51 ans, sans connaître aucun autre épisode de possession. Mais la libération de Barbalet n'a pas été un soulagement pour tout le monde, à commencer par sœur Catherine de Saint-Augustin. À partir de 1661, année de la libération de Barbalet, l'Hospitalière est devenue la cible d'attaques répétées du malin. Les hordes infernales attaquaient fréquemment à Catherine de Saint-Augustin et semble-t-il, en tout cas, essayaient de l'obliger à abjurer, à renoncer à sa foi, etc. Et elle avait elle aussi, visiblement, ça se passait toujours quand elle était toute seule, mais elle avait des bleus le lendemain, puis elle disait que c'était ses combats contre les démons. Jusqu'à sa mort, en 1668, sœur Catherine de Saint-Augustin a été tourmentée par des démons, des messagers de l'enfer apparus au lendemain de sa rencontre avec Barbalet. La religieuse a-t-elle hypothéqué son âme pour soulager celle de la jeune servante de Beauport? L'histoire reste sans réponse, et c'est sans doute mieux ainsi.